Bonjour, je m'appelle Frédérique Lecane et j'exerce le métier de psychologue psychothérapeute. Et aujourd'hui, cette vidéo va vous proposer un outil majeur qui va vous permettre de comprendre votre fonctionnement et la source de vos souffrances. Il s'agit des colonnes de Beck, que je vais vous expliquer dans un instant. Alors, Beck, parce que cela vient du psychiatre Aaron Beck, qui à la base était psychanalyste et qui ensuite a développé cet outil pour mieux comprendre les schémas cognitifs que nous avions derrière nos pensées et les filtres au travers desquels nous percevons et interprétons toutes les situations de vie. La plupart du temps, nous ne comprenons pas notre propre fonctionnement et l'origine de nos souffrances. Et cet outil, les colonnes de Beck, va vous permettre de comprendre cela, d'identifier et ensuite de travailler à partir de cet outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux émotions qui nous posent problème dans notre vie. C'est la peur, avec toutes ses cousines, l'angoisse, l'inquiétude, le souci, l'anxiété, et la frustration. Alors ce que j'entends par frustration, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est le décalage qui existe entre comment nous souhaitons que les choses soient, et entre autres comment nous souhaiterions être, comment nous souhaiterions que les autres soient, comment nous souhaiterions que l'environnement et l'avenir soient, et comment c'est en réalité. Et ce décalage entre les deux va souvent créer cette frustration qui elle-même va créer soit de la colère, parce que c'est pas comme on le souhaiterait, soit de la tristesse, parce qu'effectivement ça nous rend triste, cette réalité que nous ne souhaitons pas comme telle. Il s'agit de les identifier pour pouvoir ensuite agir dessus. Voici donc les colonnes de Beck. Alors, chaque jour, donc, nous vivons des situations et pour certaines d'entre elles, il peut y avoir des émotions. Donc quand j'appelle émotion, c'est tous nos ressentis, peur, tristesse, colère, déception, frustration, joie. Comme je l'ai dit, c'est surtout la peur et la frustration qui vont nous poser problème. Alors je vais commencer par la peur. Lorsque nous ressentons une émotion, la tendance, c'est de l'attribuer à la situation. La plupart du temps, donc, nous pensons que cette émotion vient de la situation. Alors, pour quelle raison ? Bien parce que dans certains cas, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai. Et quand c'est vrai, c'est adapté. Je m'explique. Imaginons que vous soyez au bord d'une falaise. Cette situation va effectivement créer cette émotion de peur. Et heureusement, parce que si on n'avait pas peur, bien on tomberait. Donc l'émotion nous permet d'avoir un comportement adapté. Donc là en l'occurrence, stopper, faire un pas en arrière. Donc on a bien une situation qui crée une émotion, qui crée un comportement pour pouvoir agir de manière adaptée par rapport à la situation. D'ailleurs, émotion, c'est mover, moteur, c'est ce qui nous permet d'agir. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est si je suis à 100 mètres du bord, donc je suis loin du précipice, loin du danger, et là, je commence à avoir peur. À ce moment-là, je ressens la même émotion qu'ici, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle de danger et une situation virtuelle de danger, c'est-à-dire imaginée. Le problème, c'est que comme je ressens la même émotion qu'ici, eh bien je risque d'avoir le même comportement, c'est-à-dire surtout pas avancer dans cette direction, mais au contraire, éviter. Et plus je vais m'éloigner, plus ma peur va diminuer. Donc, mon comportement agit sur la situation et effectivement agit sur mon émotion. Donc, je pense, là, que mon émotion vient également de la situation. Sauf que non, je me trompe. Alors, pour quelle raison ? Ici, c'est universel. Tout le monde a peur. Ici, ça n'est pas universel. C'est pas tout le monde qui a peur à 100 mètres de la falaise. Là, si on a peur, c'est en fait à cause de nos pensées sur la situation. C'est ce que l'on se dit, ce que l'on interprète de la situation qui effectivement va créer notre émotion. Et donc là, en l'occurrence, la peur. Pour vous illustrer, ici, les pensées qui pourraient me générer ma peur, ça pourrait être: si je vais là-bas, je risque de tomber, je risque de glisser, je risque de me faire mal, voire je risque de me tuer. Et ça suffit à déclencher la peur parce qu'effectivement notre cerveau ne fait pas cette différence entre le réel et le virtuel. La preuve, c'est que lorsque vous regardez un film, eh bien, quand vous êtes vraiment dans le film, vous ressentez les émotions
que le film justement vous fait ressentir. Si c'est la peur, vous avez peur, si c'est triste, vous êtes triste, si c'est joyeux, vous êtes joyeux. On voit bien là que si vous êtes dans le film, vous ressentez les émotions, alors qu'en fait, vous savez très bien que c'est un film, ce sont des acteurs, ce sont des scènes, ce sont des décors. Donc vous voyez bien que vous ressentez cette émotion alors même que c'est un film. Et d'ailleurs, si vous vous décollez de ce film, et c'est un peu ce qui se passe quand les acteurs peut-être nous permettent pas d'être dans le film, et à ce moment-là, nous ne ressentons pas les émotions. Donc on voit bien que ce sont nos pensées dans ce cas-là qui créent nos émotions et non pas la situation. Et ça, c'est essentiel. Parce que la plupart du temps, nous pensons que nos émotions viennent des situations, viennent de ce que la personne m'a dit, viennent de l'événement que je suis en train de vivre. Et on va voir que non, ce qui effectivement génère mon émotion, c'est pas tant l'événement ou ce que la personne me dit, c'est ce que je me dis à propos de cet événement, à propos de ce que la personne me dit. Le problème, c'est que, comme on l'a vu là, ici, le comportement est adapté, ici, il ne l'est plus. Parce que le fait de m'éloigner, certes, je vais faire disparaître mon émotion de peur, mais je n'ai pas réglé le problème. Parce que le problème, il vient de là. Et nous utilisons très souvent deux stratégies comportementales pour agir sur nos émotions. Soit nous agissons sur la situation, comme on vient de le voir là, c'est-à-dire j'évite une situation, soit je peux avoir aussi tendance à agir directement sur l'émotion. Agir directement sur l'émotion, c'est par exemple se ronger les ongles, fumer, boire, prendre des médicaments, manger. Donc tous ces comportements vont en fait être là pour supprimer, diminuer, éviter, éradiquer les émotions. Bien sûr, à court terme, ça fonctionne bien. Là, le fait d'éviter de m'éloigner, ma peur va disparaître. Mais comme je n'ai pas réglé le problème, eh bien, je vais retrouver cette peur dans d'autres situations et ça sera sans fin. Donc à long terme, ça ne fonctionne pas. Voire même, on va le voir, ça s'aggrave. Je vais vous prendre un exemple bien concret. Imaginons une situation dans laquelle je suis invitée à une soirée où je ne connais personne. Imaginons que dans cette situation, je ressens de la peur, de l'appréhension d'aller à cette soirée. Donc j'ai deux stratégies comportementales pour supprimer cette appréhension, cette peur. Soit j'agis sur la situation, c'est-à-dire je ne vais pas à la soirée, et effectivement ma peur disparaît. Soit j'agis sur l'émotion. Alors, un exemple parmi tant d'autres, je bois 3 verres d'alcool, comme ça je suis désinhibée et même si je ne connais personne, je me sens beaucoup plus à l'aise. Bien sûr que ces deux stratégies à court terme fonctionnent plutôt bien, mais vous l'avez compris, ne règlent pas le problème de fond puisque si j'ai peur, ce n'est pas le fait de ne connaître personne à cette soirée, c'est ce que je me dis à ce sujet. Si je me dis par exemple, je vais arriver sur place, je ne connais personne, je ne vais pas savoir quoi dire, si quelqu'un m'aborde, de toute façon je suis tellement nulle et j'ai aucun sujet de conversation, je ne vais pas savoir quoi dire, je vais rougir. Donc ce sont toutes ces pensées qui finalement créent mon appréhension. Parce que si je me disais tout à fait autre chose, si je me disais, je connais personne, c'est pas grave, ça va être l'occasion de faire connaissance avec peut-être des personnes qui vont devenir des amis. Ça va être l'occasion de faire un réseau. Eh bien, à ce moment-là, je ne ressentirai pas l'émotion peur. Et du coup, mon comportement, ce serait d'y aller tout à fait à l'aise. Donc, on voit bien que ce n'est pas la situation, mais bien ce que je me dis à propos de la situation. Un autre exemple, une personne me critique et me dit que je suis mal habillée, mal coiffée ou que ma façon de parler n'est pas correcte. Eh bien, si cette situation d'une personne qui me critique me crée, par exemple, une émotion de honte, de gêne ou de vexation, c'est pas tant ce que la personne me dit, c'est ce que je me dis à propos de ce qu'elle me dit. Si je me dis, cette personne pense ça, peut-être que tous les autres pensent ça, donc ça veut dire que réellement je suis nulle. Effectivement, à ce moment-là, je donne du crédit à ce que la personne me dit, donc c'est ce qui va me créer ce sentiment de gêne, je vais me sentir vexée et peut-être donc on va entraîner un comportement où je vais éviter les situations sociales, les relations sociales pour éviter ce genre de critique. Sauf que, en effet, une fois de plus, à court terme ça fonctionne, à long terme je ne règle pas le problème de fond, puisque le problème vient bien de ce que je me dis.
Si je me disais, c'est son avis, chacun détient un avis, personne ne détient la vérité, donc il pense ça sur moi, mais c'est pas parce qu'il pense ça sur moi que je suis ça. Et à ce moment-là, je n'ai plus du tout le même ressenti, je n'ai plus du tout la même émotion. Du coup, je ne suis pas dans l'évitement social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière toutes nos pensées qui interprètent toutes les situations que l'on vit, il y a en fait ce que l'on va appeler nos schémas cognitifs. Imaginez en fait que ces schémas cognitifs sont comme des filtres au travers desquels nous allons donc voir tout ce que l'on vit et donc interpréter tout ce que l'on vit. Mais ces filtres-là sont des filtres déformants et je vais expliquer pour quelles raisons. Ils se sont construits en fait à partir de notre histoire de vie. Qu'est-ce que je mets dans l'histoire de vie? 4 choses principales. Tout d'abord, notre tempérament, parce que nous naissons avec un tempérament. La preuve, c'est que même les jumeaux parfaitement identiques, ils ont des tempéraments différents dès les premières heures de leur vie. La deuxième chose, c'est l'éducation que l'on reçoit, que l'on a reçue, les principes, les valeurs, les croyances. Troisième chose, les modèles parentaux, comment nous les avons vus fonctionner ou dysfonctionner, ou toute autre personne qui nous a élevés, bien sûr. Et puis, les événements de vie. Chaque événement de vie va marquer notre façon de voir les choses. Plus cet événement est émotionnel, plus il va impacter sur ma manière de voir les choses. Plus je le vis enfant, plus effectivement il risque d'avoir un impact sur ma façon de penser. Donc ces schémas, en fait, se construisent tout au long de notre enfance notamment. Et le problème, c'est que ils peuvent être adaptés à un moment donné de notre vie, mais ils deviennent par la suite inadaptés. Et c'est ça qui va effectivement créer des dysfonctionnements. Ce que j'appelle des dysfonctionnements, c'est lorsque nos schémas vont être extrêmes. Je vais prendre un exemple. Imaginons le schéma exigence. Si je n'ai aucune exigence, je vais me laisser aller, je ne vais plus me lever, je ne vais plus me laver. Donc effectivement, ce manque d'exigence par rapport à moi-même va me créer des pensées très négatives à mon sujet sur qui je suis, ce que je suis venu faire, et à ce moment-là, des émotions plutôt négatives qui vont m'entraîner un comportement où je ne fais plus rien dans ma vie. À l'opposé, si j'ai trop d'exigences et je me mets la barre haut, et à ce moment-là, je vais me créer beaucoup de stress avec des pensées, il faut, je dois réussir, je dois être parfait. Et à ce moment-là, pour calmer ce stress que mes pensées me créent, je vais mettre en place des comportements à toujours faire plus, toujours faire mieux. Et on voit bien que là, je vais commencer à créer des dysfonctionnements, ne serait-ce que physiologiques, des tensions, et qui peuvent nous amener par exemple à des phénomènes de burn-out. Donc l'idée, c'est de repérer cela, de repérer nos schémas, de quel schéma il peut s'agir. Et lorsqu'on a repéré les schémas, de faire en sorte de revenir à un équilibre. C'est important d'avoir des exigences pour pouvoir nous faire avancer, pour être dans l'action. Mais il faut que ce soit équilibré et que ça ne soit pas à notre détriment, et notamment notre détriment physiologique. Alors une précision, il existe 3 filtres, 3 grands filtres. Le premier, c'est à propos de moi-même, comment je me perçois. Le deuxième, c'est à propos des autres, comment je perçois les autres. Et le troisième, c'est comment je perçois mon environnement physique et l'avenir. Alors pour vous donner un exemple, imaginons que toute mon enfance, il y ait des personnes autour de moi qui m'aient dit « T'es nul, t'es bonne à rien, t'es incapable, tu sais rien faire tes 10 doigts, t'as aucun avenir ». Je vais forcément construire un filtre négatif sur moi parce que quand je suis enfant, tout ce que l'extérieur me dit, je le prends comme une réalité, comme une vérité. Du coup, ce filtre négatif sur moi va me créer des pensées négatives à mon sujet. Et quand je serai en situation, et notamment relationnelle, c'est à ce moment-là que je vais me dire « j'ai aucun sujet de conversation, je ne suis pas capable de tenir une conversation ». Du coup, en effet, ça risque de me créer une émotion de peur. Et une fois de plus, mon comportement, ça va être d'éviter la situation relationnelle pour ne pas ressentir cette peur, mais qu'en fait, je me suis créé moi-même du fait de mon filtre déformant sur moi-même. Alors déformant parce que
tout ce que les uns et les autres ont pu dire sur moi n'est pas la réalité, n'est pas la vérité. Je l'ai pris comme tel, mais ce n'est pas la réalité. C'est la raison pour laquelle ce filtre n'est pas juste. C'est pareil pour les autres. Si toute mon enfance, on dénigre certaines personnes, eh bien ce filtre par rapport à ces personnes-là va être déformant parce que j'ai appris cela. Et donc, pour certaines personnes, je vais avoir des jugements en fonction de ce filtre déformant que j'ai construit, qui va me créer là aussi des émotions. Alors ça peut être soit la peur de certaines personnes, et donc l'évitement de ces personnes-là, soit la deuxième émotion dont j'ai parlé tout à l'heure, la frustration, c'est-à-dire la personne n'est pas comme je souhaiterais qu'elle soit. Du coup, ça va me créer une frustration qui va me créer un comportement, peut-être sur la personne elle-même, c'est-à-dire de l'obliger à être comme je le souhaite. Sur le troisième filtre qui concerne l'environnement et l'avenir, là encore, ça dépend de comment ça s'est construit pour moi, en fonction des personnes qui m'entouraient. Si j'avais un environnement plutôt anxieux et qui m'a élevé avec faut faire attention au lendemain, faut faire attention à ça, faut faire attention à tout, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, parce qu'on risque des accidents, et bien à ce moment-là, je vais construire ce filtre déformant avec moi-même de l'anxiété sur tout et sur cet avenir, comme si je ne pouvais pas faire confiance à la vie et à ce qu'elle peut me présenter. Donc, on voit bien que chacun de ces filtres proviennent de notre enfance, pour la plupart, mais se poursuit en fonction de tous les événements que nous allons vivre tout au long de notre vie. Je vous ai donc expliqué de manière générale comment utiliser les colonnes de Beck. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur des exemples concrets pour vous permettre de vous approprier cet outil. C'est comme un apprentissage. Plus vous allez l'utiliser, plus il va vous servir, parce qu'il va vraiment vous permettre de comprendre votre fonctionnement et d'où viennent les dysfonctionnements pour ensuite travailler sur ces dysfonctionnements et rétablir l'équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire pour vous permettre de comprendre comment utiliser les colonnes de Beck. Nous reviendrons de toute façon de manière plus détaillée dans une autre vidéo et je vous dis à très bientôt.